Effectivement, il y a deux points de départ à mon travail dans cet essai « Céder n'est pas consentir ». Le premier point de départ a été de prendre acte du bouleversement éthique, politique, à l'échelle de la civilisation qu'a représenté le mouvement MeToo, au sens où quelque chose de la parole des femmes sur la façon dont leur corps se trouvait sous l'emprise, en quelque sorte, de ceux qui ont du pouvoir, quelque chose de cette parole est monté sur la scène et a pris une véritable valeur collective et politique. Donc ça m'a semblé être un premier temps, le premier temps que j'appelle celui du nous de la révolte. Un temps donc collectif, un temps qui est un premier temps logique, à mon sens, de ce mouvement, et qui est aussi le temps du non, N-O-N. C'est comme le dit, je me réfère à Camus, à l'homme révolté dans mon livre, comme le dit Camus dans l'homme révolté, dans l'élan de la révolte, il y a quelque chose comme un non, mais qui est aussi un oui à soi-même, un non au fond à ce qui se produit dans une époque ou dans un moment historique, qui est une façon de se dire oui à soi-même. Donc ça, c'est le premier temps, c'est le temps politique. Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est d'analyser le passage du nous au je. Il y a un deuxième temps logique, en tout cas qui a été extrêmement marquant en France et qui est passé par la littérature. Le récit de Vanessa Springora, qui est sorti donc en 2020 en France, le consentement a ouvert la voie à une façon intime de rendre compte, au fond, de cette problématique de ce qui pouvait advenir au corps d'une femme avec ou sans son consentement. Et donc, je suis partie de ces deux temps, un premier temps politique et un second temps intime, littéraire, qui résonne aussi avec la psychanalyse, parce qu'en psychanalyse, il est question du jeu. Ce qu'on aborde, en effet, ce sont les racines subjectives de son propre consentement. Eh bien, c'est ce second temps qui m'a vraiment donné envie d'éclairer ce que j'ai appelé cette frontière entre l'expérience du consentement et l'expérience du forçage, l'expérience traumatique. Et il me semble qu'on est dans un moment, à ce titre, un moment à la fois éthique et politique, d'une sensibilité nouvelle à toutes ces questions qui auparavant relevaient de l'intime, qui apparaissent aujourd'hui comme des questions ayant une valeur politique et éthique. On est dans un moment où, en tant que psychanalyste et en tant que philosophe, on peut être finalement appelé à éclairer ce qui relève d'une expérience qui n'est pas toujours pour le sujet lui-même si claire. Donc voilà, mon point de départ a été vraiment cette exploration de ces racines subjectives du consentement, en tant que ces racines comportent aussi des zones d'ombre. En effet, donc, il s'agit au fond de penser ensemble à la fois la dimension intime, subjective, celle qu'on explore dans l'expérience de l'analyse, par exemple, celle qui peut aussi être mise en jeu à travers l'écriture, quand il est question de littérature, de tenir ensemble donc cette dimension intime et subjective et la dimension politique. J'essaye de tenir ensemble ces deux versants. Mais la dimension politique, il me semble qu'elle est venue comme un premier temps, comme je le disais tout à l'heure, et d'une certaine façon, c'est un temps qui est marqué par un acte, l'acte de dire non, au fond, à une forme de banalisation de l'emprise sur les corps et du harcèlement sexuel, et donc un acte là qui fait coupure et en même temps qui est clair dans son message. Si maintenant on s'intéresse au versant intime,
subjectif et aussi finalement inconscient, on voit là que on entre dans un champ qui est beaucoup plus ambigu. Explorer l'ambiguïté d'un consentement en première personne permet d'introduire, au fond, des nuances, une complexité de l'expérience elle-même, et il me semble que ces nuances, elles ont aussi une valeur éthique et politique. Dans le récit de Vanessa Springora, pour reprendre cet exemple, justement, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle met en avant son consentement dans une expérience où, au fond, elle s'est retrouvée forcée. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'apercevoir que, justement, le sujet peut très bien consentir à une rencontre, à une expérience amoureuse et sexuelle, puis venir à céder à une situation qui n'est plus du même ordre que ce à quoi ce sujet a consenti au départ. Il y a une temporalité de l'aventure subjective, amoureuse et sexuelle qui peut impliquer quelque chose comme une trahison du consentement. Donc moi, ce que j'ai voulu explorer justement, c'est d'abord le consentement dans sa dimension amoureuse et sexuelle, au sens où il n'est pas un consentement éclairé. Je crois que c'est un postulat très important de mon essai. Il n'y a pas de consentement éclairé dans la vie amoureuse et sexuelle, parce que la vie amoureuse et sexuelle ne repose pas sur un choix rationnel, ni sur simplement un savoir préalable des risques que l'on va encourir, ou sur la mise en œuvre d'une volonté qui elle-même pourrait se fonder sur la raison. Bon. Donc, le postulat, mon point de départ pour cette réflexion, c'est il n'y a pas de consentement éclairé. Pour autant, le fait de reconnaître la dimension complexe, ambiguë, énigmatique du consentement, dans sa dimension amoureuse et sexuelle, en tant qu'elle engage toujours le désir, la jouissance et donc le corps, le fait de reconnaître cette dimension énigmatique ne doit pas conduire à méconnaître ce qu'est la mauvaise rencontre, comme Lacan la nomme, c'est-à-dire le traumatisme psychique et sexuel. Le pari que j'ai fait dans ce livre, c'est de tenir ensemble à la fois une interprétation du consentement comme étant une expérience qui renvoie toujours pour le sujet à une forme d'opacité, à une forme d'énigme, au sens où un sujet ne sait jamais exactement pourquoi il a consenti à une rencontre. Il sait s'il y a consenti, mais il ne sait pas nécessairement pour quelle raison. Et donc, j'ai voulu défendre cette énigme du consentement, parce qu'il me semble que si on aborde le consentement simplement comme un acte libre et éclairé de la raison, on ne peut plus penser la dimension de l'amour, on ne peut plus penser la dimension de la passion, on ne peut plus penser la dimension du désir et de la jouissance. Donc, poser la dimension énigmatique du consentement m'est apparue comme aussi de l'ordre d'une exigence quasiment clinique, pour aborder le consentement depuis ce que serait une clinique du consentement depuis la psychanalyse, mais pour autant, j'ai voulu essayer de penser et de fonder la frontière qui sépare cette ambiguïté du consentement de la dimension traumatique, qui là ne relève pas de l'ambiguïté du consentement. Là, il y a une distinction qu'on peut poser, et cette distinction, en effet, là, elle est claire. Là, il y a quelque chose qui doit être clair, en tout cas pour toute lecture clinique de l'expérience. Et la frontière, je la situe au niveau de ce qu'on peut appeler, avec Freud, avec Lacan, un forçage dans le corps. Ce qui marque qu'une frontière a été franchie entre l'expérience du consentir et l'expérience du céder, c'est cette dimension d'un forçage dans le corps. Donc, bien sûr que cela a des enjeux, on pourrait dire politiques aussi, mais cela a aussi des enjeux cliniques et des enjeux éthiques. Parce que si on confond l'ambiguïté du consentement avec la rencontre traumatique, eh bien on s'interdit de penser cette rencontre traumatique. C'est-à-dire qu'on banalise
toutes les expériences et on ne fait plus de distinction entre, par exemple, une mauvaise rencontre qui peut avoir lieu pour un enfant. J'en donne un exemple à partir d'un cas de Freud dans mon livre, qui peut avoir lieu pour une petite fille, comme la petite Emma, qui est un des cas de Freud de 1896. On ne fait plus distinction entre une mauvaise rencontre qui peut avoir lieu pour un enfant qui subit un véritable traumatisme psychique et sexuel et l'ambiguïté du consentement dans la vie amoureuse qui fait qu'en effet, on peut, disons, prendre des risques sans savoir exactement à quoi on s'engage. Il y a quand même une expérience, disons, intermédiaire, qui est importante aussi à explorer, à mon avis que seule la psychanalyse permet d'explorer, c'est l'expérience du se forcer soi-même, qui n'est pas tout à fait la même chose que l'expérience de subir un traumatisme psychique et sexuel. Se forcer soi-même, c'est bien ce qui arrive à Vanessa Springora et ce qui fait qu'elle s'interroge et qui va la conduire ensuite effectivement à faire une expérience traumatique. Mais il y a un premier, si vous voulez, temps intermédiaire entre ce consentement à l'amour et l'expérience traumatique qui va être la sienne, qui est le moment où elle se force comme si elle était sous l'emprise d'un surmoi, de ce que Freud et Lacan ont appelé le surmoi qu'on pourrait dire toxique, surmoi qui, lui, incite le sujet à ne pas tenir compte de son désir et en quelque sorte à violer son propre consentement. Alors, l'écrit de Lacan, Kant avec Sade, l'écrit de 1963, me semble en effet être un écrit qui trouve une actualité nouvelle aujourd'hui autour de cette problématique du consentement et du forçage. En tout cas, moi, je me suis servi de cet écrit Kant avec Sade, qui au départ était une préface que Lacan avait écrit à la philosophie dans le boudoir de Sade. Je me suis servi de cet écrit pour éclairer, tenter d'éclairer quelque chose justement de ce moment toujours dangereux pour un sujet où il se force lui-même. Ce n'est pas seulement qu'il est forcé par l'autre, mais il se force lui-même. Dans cet écrit, Kant avec Sade, Lacan revisite et repense, après Freud, la question du surmoi, c'est-à-dire la question de cette instance en nous-mêmes qui nous impose certaines exigences et qui fait que nous nous soumettons à certaines injonctions au nom de la morale. Et ce qui est assez inouï dans la relecture que Lacan en a faite, c'est que il a montré au fond qu'il y avait deux faces du surmoi, et l'une d'elles nous permet vraiment d'éclairer ce qui se passe aujourd'hui autour de la problématique du consentement. La première face du surmoi, c'est ce que Lacan appelle sa face kantienne, celle qui correspond, si vous voulez, à la morale du devoir de Kant, c'est-à-dire celle qui fait que le surmoi est cette instance en nous-mêmes qui nous invite à sacrifier notre désir, nos penchants, ce que Kant appelait nos intérêts pathologiques dans la critique de la raison pure, sacrifier finalement tout ce qui est personnel, tout ce à quoi l'on tient, pour faire notre devoir au nom d'une loi morale qui serait une loi pour l'humanité. Donc, ça c'est la version kantienne du surmoi. Bon, je résume, parce que c'est évidemment complexe, il faudra entrer dans le détail, mais cette version kantienne, ce que Lacan a apporté, c'est qu'au fond, elle a un revers, elle a même un envers, elle a un envers sadien. Ce qu'il a perçu dans la morale kantienne, c'est une certaine dimension sadique, au fond, qui consiste à inviter le sujet au nom du bien à sacrifier son désir. Et au fond, Sade, et notamment, on le voit très bien dans la philosophie dans le boudoir, Sade invite sous une autre forme à sacrifier aussi son désir au nom de la jouissance. Ce n'est plus au nom de la loi morale en chacun, ce n'est plus au nom de la raison, mais c'est au nom d'un impératif de jouissance. Et Lacan avance cette maxime sadienne, qui est une reformulation de la maxime kantienne, j'ai le droit de jouir de ton corps aussi longtemps que
le caprice des exactions que j'ai le goût d'y assouvir durera. Eh bien, cette maxime sadienne, on peut l'entendre comme venant du surmoi lui-même. C'est-à-dire que le surmoi au sens sadien, celui aussi auquel on a affaire dans un moment de la civilisation qui promeut la jouissance, le surmoi au sens sadien, c'est aussi un surmoi qui nous brutalise par un forçage sur la jouissance. C'est un surmoi qui finalement nous force à sacrifier notre désir au nom d'une jouissance que nous confondons au fond avec notre bien. Et donc il me semble que l'écrit de Lacan, Kant avec Sade, montre très bien que le désir doit être distingué de la jouissance. Qu'au fond, la dimension de la jouissance, elle va aussi être porteuse d'un certain forçage et d'une certaine expérience de violation en soi-même, au sens où le sujet se force, au fond, à jouir toujours plus dans une logique d'au-delà du principe de plaisir. Et donc, ce qui peut faire antipoids, hein, c'est une formule que Lacan emploie qui est très belle, c'est pas contrepoids, c'est ce qui peut faire antipoids au surmoi, aussi bien sous sa face kantienne que sous sa face sadienne, hein, c'est justement le désir. Le désir en tant qu'il ne pèse pas grand-chose, en tant qu'il a quelque chose d'aérien et de précaire, justement. C'est pour ça que Lacan dit antipoids. Hein, mais c'est le désir, justement, que l'on découvre aussi dans une analyse, hein, et qui peut nous conduire à ne pas céder, comme dit Lacan, sur ce à quoi nous tenons le plus, hein, sur ce qui donne un sens à notre existence, sur ce qui nous fait persévérer dans l'être, ne pas céder sur ce désir, au fond, et faire reculer la dimension de la jouissance et de la pulsion de mort. Alors, pour le sujet de notre temps, cette distinction que Lacan nous permet de faire entre la dimension de la jouissance et la dimension du désir est fondamentale. Parce qu'au fond, il y a quelque chose comme une confusion d'ailleurs qui peut-être a pris racine dans un moment historique tout à fait repérable, hein, qui est le moment des années 70, et en France avec la Révolution de 68, qui est ce moment de libération sexuelle, qui a été un moment finalement aussi de libération d'une très belle énergie créatrice, hein, et aussi d'une très belle énergie intellectuelle, mais qui est aussi un moment qui a peut-être donné lieu à une forme d'égarement dans le rapport à la jouissance. Au fond, dans le moment de la libération sexuelle, la question du consentement n'apparaît pas du tout. C'est pourquoi elle est vraiment nouvelle. C'est une nouvelle façon de penser la sexualité. Elle n'apparaît pas du tout parce que ce qui est promu, c'est quelque chose comme la libération du désir qui serait identique à la libération de jouissance. Or, cette interprétation a aussi donné lieu à des contresens sur la phrase de Lacan « ne pas céder sur son désir », hein, qu'on trouve, disons, sous une forme affirmative à la fin du séminaire 7 de l'éthique de la psychanalyse, où Lacan dit que la seule chose dont on peut être coupable dans la perspective analytique, c'est d'avoir cédé sur son désir. Ne pas céder sur son désir ne signifie pas obéir à ses pulsions. Cela ne signifie pas toujours satisfaire ses pulsions. Or, c'est un contresens, hein, qu'on peut rencontrer dans certains textes d'intellectuels et dans certaines citations qui sont faites de cette phrase de Lacan. Donc, effectivement, on peut parler d'un moment nouveau, un moment qui a commencé quand même du temps de Lacan, hein, puisque Lacan avait commencé vraiment à en faire le diagnostic dans les années 70, et notamment dans son séminaire encore, un moment où le surmoi a pris justement cette forme d'impératif de jouissance. Et où il ne s'agit pas tant, au fond, d'un droit à la jouissance, comme on pu le croire
au fond les révolutionnaires de 68, mais il s'agit d'autre chose, de beaucoup plus lourd. Il s'agit d'un devoir de jouissance. Il y a quelque chose qui s'impose à nous comme un devoir de jouissance. Et au fond, aujourd'hui, il me semble que on est dans un après-coup, Nachträglich, comme disait Freud, un après-coup de ce devoir de jouissance, et on s'aperçoit qu'au fond, à ne suivre que la jouissance, on finit par rencontrer quelque chose de toxique, on finit par rencontrer aussi une certaine dimension de la pulsion de mort. Et à ce titre, Jacques-Alain Miller, dans son dernier cours sur l'être et l'un, avait très bien montré justement cette distinction entre le fait d'être, c'est une expression qu'il avait employée, que je cite dans mon livre et que je vais reprendre ici, la distinction entre le fait d'être un homme du désir et d'être un homme de la pulsion. C'est une distinction qu'il a employée à propos d'une affaire qui avait beaucoup secoué l'opinion publique française, qui était une affaire qui avait trait à un candidat qui s'apprêtait à se présenter aux élections présidentielles et qui, en raison d'une affaire de viol, a été arrêté dans sa course à la présidence. Et je me souviens j'étais là dans la salle le jour où Jacques-Alain Miller a fait cette distinction, et je me suis dit, ah, enfin, un homme qui ose faire une distinction entre justement le fait d'être un homme de la pulsion et un homme du désir. C'est pas la même chose, Et donc voilà, il me semble qu'il y a différents versants de cette distinction entre désir et pulsion, mais il me semble que voilà, moi ce que je dirais, c'est que nous sommes dans ce moment après coup qu'a mis en valeur aussi le mouvement MeToo, que met en valeur aussi cette nouvelle clinique, philosophie, éthique du consentement, qui est un moment où nous sommes conduits à nous interroger sur la finalité de la jouissance. Et je dirais que ça va même au-delà du champ sexuel et amoureux. Ça va jusqu'au champ de l'écologie, où on s'interroge aussi sur la limite des ressources de la planète et sur le fait qu'on ne pourra pas jouir et continuer de jouir et de forcer les limites du vivant toujours davantage. Et ça, c'est ce que j'ai exploré dans la suite de Céder n'est pas consentir dans l'ère du toxique. Alors, ce que je voudrais dire d'abord, c'est que en France, les changements qui ont eu lieu au niveau législatif, au niveau juridique, concernant la question du consentement, ont été d'un autre ordre et ont été fondamentaux. C'est-à-dire que en 2021, la loi concernant ce qu'on peut appeler la majorité sexuelle a changé. Au fond, il n'y avait pas d'âge de majorité sexuelle dans la loi, et il s'agissait dans les affaires de viol que la victime prouve son non-consentement. Même si c'était un enfant, il fallait prouver qu'il y avait eu violence, contrainte, surprise. Parce qu'au fond, disons que l'agent, pour le dire de façon assez neutre, pouvait toujours arguer que, mais au fond, il ou elle était consentante et voulait bien. Donc la loi, vraiment là, a fait une avancée éthique qui me semble essentielle, qui est de considérer que, a priori, il n'y a pas de consentement en dessous de l'âge de 15 ans. C'est-à-dire que tout être humain, tout sujet est considéré comme non consentant en dessous de l'âge de 15 ans. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir des aventures amoureuses et sexuelles à 15 ans, ni à 14, ni à 13. Mais ça veut dire que s'il y a plainte, là en effet, la question du non-consentement est reconnue si le sujet a moins de 15 ans. C'est-à-dire, vous voyez toutes les résonances avec, effectivement, l'histoire de Vanessa Springora, et en France aussi, un autre récit qui a beaucoup compté, qui est La Familia Grande de Camille Kouchner sur une affaire d'inceste dans la famille. Bon. Donc, ça a été... Enfin, que la loi, au fond, puisse se réformer et
avancer dans une direction plus éthique, hein, et protégeant les mineurs me semble essentiel. Alors, seul un oui est un oui, seul un non est un non. Évidemment, du point de vue de la loi, on entend très bien qu'il soit nécessaire de l'affirmer ainsi, hein. Mais on peut dire qu'il y a deux régimes de parole. Il y a en effet un régime de parole qui peut être celui qui va donner lieu à un examen par la loi et à un procès, mais il y a un autre régime de parole qui est le régime de parole mis en jeu dans une psychanalyse. C'est pas le même régime de parole. Là, on n'est pas dans une démarche où il s'agit de prouver et de faire reconnaître une réalité. Il s'agit là de faire reconnaître la vérité du sujet et le réel d'un traumatisme. Et là, dans ce champ-là, effectivement, nous sommes en deçà de la dialectique du oui et du non. Et ce qu'un sujet explore dans son analyse, c'est justement toujours cette zone extrêmement complexe où lui-même ou elle-même ne sait pas, au fond, s'il a voulu ou s'il n'a pas voulu ce qui s'est produit. Cette zone où lui-même ou elle-même ne sait pas pourquoi c'est répété dans son existence une expérience qui pourtant, la première fois, a fait éruption sur un mode traumatique. Donc au fond, en psychanalyse, ce qu'on va explorer, c'est toute cette zone d'ombre, hein, qui renvoie justement à cette dimension de la jouissance qui introduit à ce que Freud avait appelé le principe de répétition, et qu'on ne peut pas réduire à un oui et un oui. Parce que ce n'est pas parce qu'un sujet a répété une mauvaise expérience qu'il était consentant. C'est la signature du traumatisme, justement, de produire une répétition qui n'est pas un oui, qui est un forçage, mais que le sujet s'impose lui-même. Donc, c'est très beau de dire un oui est un oui, je suis d'accord avec cette formule, disons, d'un point de vue juridique, mais dans la complexité de l'exploration du consentement au niveau intime, eh bien justement, il est question peut-être d'une autre dialectique entre le oui et le non, et entre ce qui est de l'ordre d'un éclairage possible et ce qui est de l'ordre d'une zone d'ombre qui reste opaque.